La voix de Sophie était trop basse, et c'est là que j'ai su que c'était un moment explosif. Nous étions à 3 semaines de l'événement. L'acompte de 25 000 € pour le lieu de réception était payé. Les faire-part sur mesure étaient envoyés, et le plan de table me stressait au plus haut point. Et là, elle me posait un ultimatum non négociable et inacceptable. Elle ne criait pas. Elle était parfaitement sereine, assise en face de moi à la table à manger en teck que nous venions d'acheter. Ce calme, cette froideur calculée, était le véritable danger. Moi, Alexandre Duval, 38 ans, consultant en stratégie numérique qui avait réussi, pour une fois, à économiser et investir intelligemment, j'ai senti ma mâchoire se bloquer. Nous regardions la tour Eiffel au loin depuis mon appartement, un bel haussmannien dans le 16e arrondissement, que j'avais acheté il y a 6 ans, bien avant de la rencontrer. Cet appartement était le véritable problème. L'appartement parisien, les comptes boursiers, tout mon portefeuille. Mon chéri, a-t-elle continué, posant son verre de vin avec un cliquetis délicat. Ses yeux, d'habitude ce miel doré que j'aimais tant, étaient soudain métalliques et durs. Tout doit être mis en propriété conjointe ou nous ne descendrons pas cette allée. Pas tant que le nom de Sophie Lambert n'aura pas de poids légal sur absolument tous les actifs substantiels que tu possèdes. J'ai besoin de sécurité, Alex. Une demande en mariage est une promesse, mais un titre de propriété signé est une garantie. Tu as exactement 1 semaine pour faire les changements nécessaires avec ton notaire. 1 semaine. Elle était passée de se disputer sur la couleur des nappes à exiger la moitié du travail de toute ma vie en 7 jours. Il ne s'agissait pas d'un contrat de mariage raisonnable, que j'étais tout à fait prêt à signer. Il s'agissait de propriété pure et simple avant même l'échange des alliances. J'ai finalement compris. Ce n'était pas Sophie qui parlait. C'était la voix d'Evelyne, sa mère, la femme qui voyait tout homme aisé comme un fonds de retraite potentiel. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai même pas haussé la voix. J'ai juste sorti mon téléphone, là, à table, et j'ai affiché le sourire le plus fin et le plus froid que je pouvais. Elle a pris ça pour une capitulation. Tu sais quoi, Sophie? Tu as un point, ai-je dit, ma voix calme et posée. La sécurité est absolument primordiale. Je comprends tout à fait. Elle a eu l'air soulagée. Oh, Dieu merci. Je savais que tu finirais par entendre raison. C'est le cas, ai-je confirmé, faisant défiler le numéro de mon organisatrice de mariage pour appuyer sur la touche de numérotation rapide pour une compagnie de croisière de luxe. L'acompte de 25 000 € pour le grand salon du domaine de la Tourterelle était sur le point d'être réaffecté de manière créative. Oui, bonjour. J'aimerais réserver une suite privée pour une croisière en solitaire sur l'Atlantique le mois prochain, ai-je dit au téléphone, suffisamment fort pour qu'elle entende chaque mot. Pouvons-nous utiliser le crédit intégral d'une annulation d'événements existante au nom d'Alexandre Duval, celle prévue pour le 18 novembre? Oui, veuillez annuler la réservation du grand salon. J'aimerais réaffecter le crédit immédiatement. Le regard sur son visage, une horreur pure, non adultérée, catastrophique, était un meilleur cadeau de mariage. Le compte à rebours de son ultimatum d'1 semaine venait de commencer à rebours selon de toutes nouvelles conditions. Nous nous étions rencontrés il y a environ 1 an et demi. J'avais 38 ans, elle 30. J'avais passé la majeure partie de ma trentaine célibataire, concentré sur ma carrière et cet appartement qui était ma fierté. Sophie était magnifique, travaillait dans les relations publiques de luxe et semblait sincèrement aimer mon sens de l'humour un peu intello. Au bout de 6 mois, elle a emménagé dans l'appartement. Au bout d'1 an, j'ai fait ma demande lors d'un week-end romantique en Provence. La bague était chère, le « oui » immédiat, et la publication Instagram était en ligne avant que nous ayons fini de dîner. Tout allait bien jusqu'à ce fameux déjeuner dominical avec sa mère, Evelyne. Evelyne est le genre de femme qui utilise l'inquiétude comme une arme. Veuve depuis des années, elle traite Sophie moins comme une fille que comme un instrument financier humain. Nous parlions de ma réussite professionnelle quand Evelyne s'est penchée, baissant la voix de manière conspiratrice. Alex, ma chère Sophie me dit que ton appartement est payé. C'est fantastique. Mais as-tu pensé à ce qui arriverait à tes biens si quelque chose d'inattendu se produisait avant le mariage? J'ai gardé une expression agréable et neutre. J'ai un testament, Evelyne. Tout va à mon neveu, Léo. Son sourire s'est figé. C'est une vue à court terme. Tu es sur le point d'épouser ma fille. Ne devrait-elle pas être protégée? Tu devrais mettre son nom sur l'acte de propriété maintenant. Comme un geste de bonne foi.
J'ai jeté un coup d'œil à Sophie. Elle était soudain fascinée par la texture de ses pattes. Avec tout le respect que je vous dois, Evelyne, ces questions sont à discuter entre Sophie et moi, et nous les réglerons avec un solide contrat prénuptial après le mariage. Nous n'avons pas besoin d'un contrat de mariage si nous nous faisons confiance, Alex. Et si tu lui fais confiance, tu devrais le montrer maintenant. Nous sommes partis peu après, et le trajet en voiture a été silencieux, puis passif-agressif. Maman n'a pas tort, a finalement chuchoté Sophie. Non, elle n'a absolument pas raison. Elle parle de céder des biens avant même que le cadre légal du mariage ne soit établi. Mais si tu mourais demain, je serais à la rue. Tu ne le serais pas. Nous réglerions l'assurance vie et le testament après le mariage, comme c'est normal. Nous ne sommes pas mariés, Sophie. Je ne te dois pas légalement ma propriété. C'est devenu le thème des 3 mois suivants. Chaque dispute, chaque discussion informelle au dîner revenait invariablement à l'acte de propriété de l'appartement. Sa cousine avait été ajoutée à une fiducie. Le fiancé de sa collègue lui avait offert une voiture. Chaque exemple était un test subtil auquel j'échouais. Puis est arrivée la confrontation de ce lundi, l'ultimatum et mon coup de fil. Après avoir raccroché, j'ai regardé Sophie. Elle était toujours assise là, les yeux écarquillés, ses mains parfaitement manucurées agrippant le bord de la table. « Tu viens d'annuler notre mariage » a-t-elle réussi à dire, la voix brisée. « Non, Sophie » ai-je répondu en me levant. J'ai juste transféré la compte de 25 000 € dans un forfait de croisière non remboursable pour une personne, pour moi-même. Ils appellent ça une aventure de découverte de soi. Le domaine de la tourterelle est rayé de la liste. Je protège mon investissement pour qu'il ne devienne pas un champ de bataille pour un mariage qui, comme tu viens de le souligner, est conditionné par la cession de ma maison. Tu as clairement établi tes limites. J'établis les miennes. Le mariage est annulé jusqu'à ce que nous ayons une vraie conversation. Une qui n'implique pas de menaces ou d'actes de propriété. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Tu es incroyable. Tu préfères gaspiller 25 000 € plutôt que de partager 5% de ta maison avec ta future épouse. Je préfère gaspiller 25 000 € que de découvrir un mois après le mariage que ma femme essaie de s'emparer de mes biens prénuptiaux, ai-je rétorqué, perdant enfin le contrôle. Tu m'as montré tes priorités, le papier avant le partenariat, et maintenant je te montre les miennes. Tu as une semaine pour décider si tu m'aimes ou si tu aimes ce que je possède. Si tu veux que le mariage reprenne, tu laisses tomber l'ultimatum et nous parlons de contrat de mariage et de planification à long terme comme des adultes. Plus d'Evelyne. Une semaine, ton compte à rebours commence maintenant. Je suis entré dans le bureau à domicile, j'ai verrouillé la porte et j'ai passé la nuit à tout documenter. Les coordonnées de mon notaire, la trace écrite de l'achat de l'appartement et la confirmation du transfert du lieu de réception. Je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, elle est partie travailler sans un mot. Je me suis déclaré malade, un événement rare et monumental, et j'ai passé la journée à mettre de l'ordre dans mes affaires juridiques. J'ai appelé mon notaire, Maître Dubois, qui m'avait exhorté à protéger mes biens depuis les fiançailles. Nous avons rédigé un nouveau testament très précis qui excluait clairement Sophie de tout bien prénuptial, avec effet immédiat. Nous avons également rédigé une notification légale au domaine de la tourterelle, confirmant que le contrat m'appartenait uniquement et que seul moi pouvais y apporter des modifications futures. 3 jours plus tard, j'étais au bureau quand j'ai reçu un courriel. Il ne venait pas de Sophie. Il venait d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas, joint à un document intitulé Demande de droit de propriété équitable. La lettre, clairement dictée par Evelyne, affirmait que, parce que Sophie avait vécu dans mon appartement pendant 18 mois, contribué aux charges et apporté d'importantes contributions émotionnelles à la relation, y compris la planification d'un mariage somptueux, elle avait droit à la copropriété immédiate de l'appartement, du véhicule tout-terrain et de 50% de mes économies hors retraite. Elle exigeait que je m'exécute dans les 7 jours, faisant écho à son propre ultimatum. Je n'ai pas appelé Sophie. Je n'ai pas appelé Evelyne. J'ai appelé Maître Dubois. Maître Dubois était calme. Ils n'ont aucune légitimité, Alexandre. Aucune. Elle n'est même pas une conjointe de fait dans ce pays. Mais c'est leur coup de force. Ils essaient de tirer parti du stress du mariage et de la pression sociale pour te faire signer par peur. Ça n'arrivera pas, ai-je dit. Je veux une contre-attaque. Je veux que ça s'arrête maintenant. Nous pouvons envoyer une mise en demeure, mais cela ne fera qu'aggraver le conflit.
Tant mieux, ai-je dit. Envoyez-la. Et envoyez-leur également une facture pour 18 mois de loyer au prix du marché, moins le montant symbolique qu'elle a payé pour les charges. Nous ferons valoir qu'elle est une locataire qui a dépassé la durée de son accueil, pas une partenaire avec une part de propriété. Le même jour, je suis rentré chez moi. Sophie était en train de faire ses valises dans la chambre principale, le visage inondé de larmes. Evelyne se tenait au-dessus d'elle, aboyant des instructions. « Tu l'as vraiment fait, lâche que tu es » a craché Evelyne en me voyant. « Tu as envoyé un avocat après ma fille après qu'elle ait juste demandé une sécurité de base. » J'ai répondu à votre avocat, Evelyne. Votre cabinet a envoyé une demande frauduleuse concernant ma propriété. C'est du harcèlement. Maintenant, à moins que vous ne souhaitiez qu'un avis d'expulsion soit signifié à votre fille, je vous suggère de prendre vos exigences et vos bagages et de quitter ma résidence privée immédiatement. Sophie, tu avais une semaine pour choisir entre l'acte de propriété et notre relation. Tu as choisi l'acte. C'est terminé. Sophie a levé les yeux, tenant une housse à vêtements. Tu romps vraiment à cause d'un bout de papier. Non, je romps parce que tu m'as montré que ton amour est conditionnel à ma soumission financière complète. Et ensuite, tu as utilisé l'avocat de ta mère comme une arme contre moi. Ce n'est pas un partenariat. C'est une OPA hostile. Je suis resté là et je les ai regardés toutes les deux sortir, Evelyne ne s'arrêtant que pour me traiter de « serpent financièrement abusif ». J'ai juste verrouillé la porte et appelé le régisseur de l'immeuble pour changer les codes d'accès immédiatement. Son compte à rebours d'une semaine s'est terminé cette nuit-là. Les retombées ont été immédiates et sociales. Dans les 48 heures, Sophie avait publié un long message larmoyant sur Facebook, affirmant que j'avais volé la compte du mariage, l'avais abandonné et que j'étais un maniaque du contrôle émotionnellement et financièrement abusif qui cachait sa richesse. Ma section de commentaires était une zone sinistrée. Des gens que je connaissais à peine, des amis d'amis, ses contacts professionnels, me traitaient de voleur et de phobique de l'engagement. Elle avait parfaitement monté le coup. Le riche cruel qui a retiré le tapis sous ses pieds. J'ai montré le message à mon notaire. Diffamation, a-t-il confirmé. Mais la poursuivre sera coûteux et désordonné. Nous pouvons contrer avec des faits. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai publié une réfutation concise et brutale. Aucune émotion, juste des documents. Pour mémoire et pour ceux qui jugent, la relation a pris fin lorsque Sophie, sur instruction explicite de sa famille, a émis un ultimatum d'une semaine exigeant la copropriété de mon appartement prénuptial et de mes comptes d'investissement bien avant le mariage. L'abandon a consisté à lui demander de quitter mon domicile après que sa famille a envoyé une demande légale concernant mes biens. Je n'ai pas volé la compte de 25 000 € pour le mariage. J'ai légalement réaffecté la compte conjoint en un crédit de voyage non remboursable pour une seule personne, protégeant ainsi les fonds d'une éventuelle saisie par sa famille. 6 juin, la lettre de mise en demeure de l'avocat et la confirmation du transfert après annulation du lieu de réception. La réaction a été instantanée une fois que les gens ont vu l'entête du cabinet d'avocats et l'exigence de copropriété avant le mariage. Le récit a basculé. Les commentaires sont passés de « Tu es une ordure » à « Attendez, elle a vraiment envoyé un avocat pour sa maison. Tu l'as échappé belle, Alex. » La vérité, étayée par des documents, fonctionne toujours mieux qu'une publication Facebook larmoyante. Les amis de Sophie ont rapidement supprimé leurs commentaires. Son message a disparu dans les 24 heures. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS d'Evelyne. « Tu as humilié ma fille. Tu le regretteras. » J'ai simplement répondu « Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Cela fait 6 mois maintenant. Toute cette situation est un souvenir surréaliste. J'ai fait la croisière en solo. En fait, ce fut la semaine la plus paisible de ma vie. Je me suis assis sur le pont, j'ai regardé l'Atlantique et je me suis félicité d'avoir dépensé 25 000 € pour la formation la moins chère et la plus efficace que j'aurais pu recevoir sur les limites et l'estime de soi. Par des contacts communs, j'ai appris que Sophie était retournée vivre chez Evelyne, affirmant qu'elle prenait du temps pour se remettre de ma trahison. J'ai ressenti une brève et fugitive pointe de quelque chose comme de la culpabilité, mais elle a disparu instantanément lorsque je me suis souvenu de la menace de procès. Le détail le plus bizarre est venu d'une ancienne amie d'université de Sophie qui m'a contacté. Elle a expliqué qu'Evelyne avait été exclue du testament de son défunt mari, le père de Sophie, à cause de leur séparation houleuse juste avant sa mort. Evelyne n'avait rien reçu et était financièrement amère depuis lors.
Elle inculquait à Sophie la nécessité d'assurer ses arrières financiers depuis des années, déterminée à ce que sa fille ne finisse pas comme elle. Il ne s'agissait pas de sécurité pour Sophie. Il s'agissait d'Evelyne projetant son propre traumatisme financier sur ma relation. C'était une embuscade financière planifiée et délibérée. Il y a un mois, Sophie m'a envoyé un SMS. J'avais tort. Ma mère m'a manipulé. On peut parler? Tu me manques. J'ai regardé le message. Je n'ai ressenti ni rage ni tristesse. Je n'ai ressenti qu'un profond sentiment de soulagement. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Je suis à nouveau célibataire, je possède toujours mon appartement parisien sans hypothèque et mes comptes d'investissement sont intacts. Je dors mieux maintenant que pendant ces 3 mois tendus où je devais constamment justifier pourquoi je ne donnerais pas simplement tout ce pourquoi j'avais travaillé à quelqu'un qui n'avait même pas signé de certificat de mariage. Les gens me demandent si je suis amer. Je leur réponds, non, j'ai juste 25 000 € de plus en sagesse, 1,2 million d'euros de plus en patrimoine et je suis nettement moins fiancé.